Arrêtez tout. Écoutez attentivement. Ce que je m'apprête à partager changera à jamais votre façon de voir le monde et sa sagesse ancestrale. C'est l'histoire du secret du baobab millénaire, enraciné dans les terres gorgées de soleil du Burkina Faso, où les secrets sont gravés dans l'écorce du temps. Préparez-vous à voir chaque arbre ancien, chaque baobab, avec des yeux nouveaux, car ce récit est un héritage vivant, qui n'attend que vous pour en libérer le pouvoir. Si vous partez maintenant, vous ne saurez jamais pourquoi les griots de Tenkodogo se taisent près de l'ancien baobab, ou pourquoi certains villageois rêvent alors que d'autres ne le font jamais. Ce n'est pas une simple histoire, c'est une toile de destin, de pactes spirituels et de conséquences qui se répercutent sur des générations. Le silence des griots est une forme de protection, un gardiennage d'une vérité trop puissante pour des mots négligents. Restez avec moi. Chaque détail est une pièce d'un puzzle qui ne révèle son sens qu'à la fin. Restez jusqu'à la fin. Ce n'est qu'alors que vous apprendrez le secret que même les marabouts les plus sages n'osent pas prononcer à voix haute. Ceci est un test de courage, pas de curiosité. Entendre cette histoire, c'est risquer d'en être transformé. Êtes-vous prêt à laisser le secret du baobab millénaire altérer votre destin? Il y a 70 ans, à Tenkodogo, un baobab colossal se dressait au cœur du village. Un monument vivant plus ancien que la mémoire. Sa gardienne était Yahaba Fatimata, une femme de 80 ans, dont la vie était liée à l'esprit de l'arbre. Chaque aube, elle parlait au baobab dans une langue qu'eux seuls partageaient, et les villageois recherchaient en sa sagesse lorsque les rêves troublaient leur cœur. Yahaba Fatimata pouvait interpréter les rêves avec une clarté étrange, faisant le pont entre le monde du sommeil et de l'éveil pour son peuple. Yahaba Fatimata croyait que les rêves étaient des messages des ancêtres, chuchotés à travers les feuilles et les racines du baobab. Née sous l'arbre pendant une tempête, sa vie et son don y étaient liés. Elle ne pouvait jamais s'éloigner trop, ou elle tomberait dans un sommeil profond que seul le baobab pouvait briser. Dès l'enfance, elle a trouvé réconfort et vision dans l'ombre de l'arbre, interprétant les rêves pour le village avec une perspicacité remarquable. Le baobab n'était pas seulement sa maison, mais la source même de sa vie. Un lien sacré qui a façonné son destin. « Je suis liée à lui par des racines que vous ne pouvez pas voir », disait-elle souvent, son visage s'illuminant d'un sourire serein et complice chaque fois que quelqu'un s'interrogeait sur son confinement au village. Elle passait sa main burinée sur l'écorce texturée, un geste de révérence et de profonde affection, comme si elle caressait le visage d'un vieil aîné bien-aimé. Nous sommes nourris par la même force vitale, le même sang. Nous partageons la même sève, vous voyez, et nous puisons dans la même source de sagesse ancestrale. Pour elle, ce lien n'était pas une prison mais un pacte sacré, une relation symbiotique où elle donnait une voix à l'arbre et où celui-ci, à son tour, lui offrait la vie, un but et une connexion au royaume spirituel que peu pouvaient la comprendre. Cette sagesse profonde, s'écoulant de la terre à travers le baobab et dans sa conscience, était une ressource qu'elle ne thésaurisait pas pour elle-même. Elle la transmettait généreusement et avec compassion à tous ceux qui venaient chercher ses conseils, offrant de la clarté aux confus, du réconfort aux personnes en deuil et des avertissements aux imprudents. Elle était le cœur spirituel de Tenkodogo, maintenant un équilibre délicat et essentiel entre le monde visible du village et le monde invisible des ancêtres et des esprits. Cet équilibre harmonieux, qui avait été préservé pendant des décennies sous sa garde vigilante, demeurait intact, témoignant de la puissance de son lien unique avec l'arbre ancien et du respect qu'elle montrait pour son devoir sacré. Les jours et les années s'écoulaient dans un rythme paisible et prévisible, dicté par le changement des saisons et la présence constante et rassurante de la gardienne et de son arbre. Les villageois savaient que, quels que soient les problèmes qui les frappaient, ils pouvaient toujours se tourner vers Yahaba Fatimata pour obtenir des conseils. Ces interprétations de leurs rêves les aidaient à résoudre les conflits, à planifier les récoltes et à se préparer aux défis imprévus de la vie.
Le baobab était la bibliothèque du savoir ancestral, et elle en était la seule et dévouée bibliothécaire, veillant à ce que ses histoires vitales ne soient jamais perdues. Cet ordre sacré semblait aussi permanent et immuable que le baobab lui-même, une pierre angulaire de leur existence qu'ils croyaient éternelle. Cet équilibre ancien et sacré était cependant destiné à être brisé. L'état paisible du village fut parfaitement préservé jusqu'au jour fatidique, où un étranger arriva. C'était un homme d'un monde différent, avec des croyances et des intentions différentes, un homme qui ne verrait pas un pacte sacré, mais un phénomène à disséquer. C'était un étranger qui portait en lui une curiosité qui se transformerait bientôt en une dangereuse obsession. L'arrivée de cet homme marqua le début d'un nouveau chapitre, un chapitre qui perturberait irrévocablement et tragiquement l'harmonie millénaire qui existait entre Yahaba Fatimata et son baobab bien-aimé et murmurant. Le monde de Tenkodogo était sur le point de changer pour toujours. Cet homme s'appelait Dr Marcel Dubois, et il avait voyagé depuis la France. Il était ethnologue de formation, un homme de science qui parcourait les vastes paysages de l'Afrique de l'Ouest avec un objectif singulier. Sa mission était d'étudier et de documenter ce qu'il appelait avec dédain les superstitions africaines. Il était arrivé dans le village isolé de Tenkodogo en 1952, muni d'un mandat officiel de la prestigieuse Université de la Sorbonne à Paris. Sa tâche, telle qu'il la concevait, était de préserver les pratiques traditionnelles, en les consignant sur papier avant qu'elles ne disparaissent complètement sous l'influence grandissante du monde moderne, une tâche qu'il abordait avec un détachement académique plutôt qu'un respect sincère. Dubois était un homme défini par une précision méticuleuse, animé par un besoin presque obsessionnel de classification et d'analyse froide et empirique. On ne le voyait jamais sans un petit carnet en cuir cramoisi, un compagnon constant dans lequel il notait méticuleusement la moindre chose qu'il observait, le moindre mot qu'il entendait. Pour lui, les croyances spirituelles riches et complexes des peuples africains n'étaient pas des vérités vivantes ou une sagesse profonde. Elles n'étaient que des curiosités anthropologiques, des points de données fascinants à étudier, à cataloguer et finalement à expliquer à travers le prisme de la psychologie occidentale. Il voyait des motifs et des symboles là où les villageois voyaient des ancêtres et des esprits, réduisant un monde spirituel vibrant à un ensemble de notes de bas de page académiques. Il était donc inévitable que, lorsqu'il entendit pour la première fois les murmures concernant Yahaba Fatimata et sa capacité apparemment miraculeuse à interpréter les rêves, il fut immédiatement et intensément intrigué. C'était exactement le genre d'étude de cas qu'il recherchait. Ici, dans ce village isolé, se trouvait un sujet parfait pour sa thèse de doctorat, qu'il avait déjà intitulée « Les mécanismes psychologiques des systèmes de croyances primitives ». Il voyait en elle non pas une femme sage dotée d'un don sacré, mais un spécimen psychologique fascinant, une incarnation vivante de l'esprit primitif, qu'il était si impatient de déconstruire et d'expliquer à ses pairs universitaires en Europe. Ainsi, avec un objectif scientifique clair en tête, il s'installa dans le rythme du village, non pas en tant que participant, mais en tant qu'observateur détaché et toujours vigilant. Il commença à suivre la vieille femme, sa présence étant un élément constant et silencieux près du grand baobab. Chaque consultation qu'elle tenait avec un villageois en difficulté, chaque prédiction énigmatique qu'elle prononçait, chaque conversation tranquille et unilatérale qu'elle semblait avoir avec le baobab, était soigneusement et impassiblement enregistrée dans les pages de son carnet en cuir rouge. Il construisait son dossier, recueillait ses preuves, complètement inconscient qu'il marchait sur un terrain sacré et que sa seule présence était un acte de profonde perturbation d'un équilibre délicat et ancien. Fascinating, he would murmur to himself under his breath as his pen scratched furiously across the page, his European mind racing to impose its logic upon the inexplicable. This is a perfect case of organized collective hallucination, all centered around a single vegetal totemic symbol. He believed he was uncovering a psychological trick, a clever,
if unconscious system of social control and communal therapy. He saw the baobab not as a living, sentient being, but as a powerful symbol onto which the entire village projected its hopes, fears, and anxieties. Yaba Fatimata, in his view, was simply the master manipulator of this shared delusion, whether she was aware of it or not. At first, Yaba Fatimata paid him no mind. She was accustomed to the fleeting curiosity of visitors, the occasional government official or lost traveler who came to witness the witch who talks to trees. They would watch for a while, shake their heads in bemusement, and then move on. But this man, Dubois, was different. He did not leave after a few days. He remained, a persistent shadow at the edge of her world. He stayed, he observed, and he took his endless notes, his gaze analytical and piercing, devoid of the reverence or fear she usually saw in the eyes of outsiders. His scientific scrutiny felt more invasive than any simple curiosity ever had. One sweltering afternoon, he finally decided to approach her directly, his red notebook and fountain pen held ready in his hand like a doctor's instruments. "Madame Fatimata," he began, speaking to her in formal French, his tone polite but unmistakably condescending. "I would be most interested to understand your process. Your methods are of great interest to me from a purely scientific point of view." He expected her to be flattered by the attention of a learned man from Europe, to be eager to explain her tricks to someone who could finally understand them on an intellectual level. Yaba Fatimata looked at him for a long, silent moment, her ancient eyes seeming to peer directly into his soul. She then slowly placed her wrinkled, trembling hand upon the rough, comforting bark of the baobab beside her. "The tree tells me that you are a dangerous man," she replied, her voice steady and clear, speaking in a flawless French that caught Dubois completely by surprise. "You collect secrets the way other men collect butterflies." "But you must be careful, young man," she warned, her voice dropping to a near whisper. "Some secrets are not meant to be pinned and mounted in books. Some secrets die when you expose them to the light." Dubois se contenta d'un sourire condescendant et paternaliste, un geste destiné à rejeter son avertissement comme un charmant folklore local. "Madame, je vous assure, j'ai le plus grand respect pour vos croyances," dit-il doucement, ces mots une vaine performance de respect qui ne masquait pas ses véritables intentions. "Mais mon but ici est scientifique. Je souhaite seulement documenter vos pratiques, les enregistrer pour la postérité, les préserver avant qu'elles ne soient perdues." Il a présenté sa mission comme un acte de salut culturel, un noble effort pour sauver ses traditions de l'oubli, une justification qu'il avait utilisée de nombreuses fois auparavant dans de nombreux autres villages. Les préserver? Yaba Fatimata a fait écho à ces mots, et un rire amer et entendu a échappé à ses lèvres, un son aussi sec que la terre craquelée. Ou voulez-vous les détruire en les expliquant? A-t-elle rétorqué, sa question acérée transperçant son vernis d'objectivité scientifique. Dans cette question unique et perçante, elle a mis à nu le conflit fondamental entre eux. Il cherchait à disséquer et à étiqueter, à réduire le mystère à un ensemble de faits explicables. Elle comprenait que l'acte même d'une telle explication anéantirait la magie, vidant le sacré de son pouvoir et ne laissant derrière elle qu'une coquille vide et sans vie. Dès qu'un secret est entièrement expliqué, il cesse d'être un secret. Cette conversation brève mais puissante marqua le début tacite d'une confrontation silencieuse et intense. Ce n'était pas une bataille de volonté, mais un choc entre deux visions irréconciliables du monde. D'un côté, il y avait Dubois, l'homme de science, inlassablement déterminé à percer le voile des mystères de Yaba Fatimata et à exposer les mécanismes derrière son don. De l'autre, il y avait la vieille femme, qui sentait de chaque fibre de son être que cet homme curieux et sceptique posait une menace grave et imminente à l'équilibre sacré qu'elle avait passé toute sa vie à préserver. Elle savait qu'il n'était pas seulement en train de l'étudier,
il remettait en question la source même de son pouvoir. Même le grand baobab lui-même semblait réagir viscéralement à la présence persistante de l'ethnologue. Ses feuilles bruissaient d'une manière étrange et agitée chaque fois que Dubois s'approchait. Même les jours les plus calmes, où pas un souffle de vent ne remuait l'air. Plus d'un villageois jura sur les esprits de leurs ancêtres qu'ils avaient entendu l'arbre ancien gémir doucement au milieu de la nuit. Un son bas et plaintif de détresse. Les anciens du village devinrent anxieux. « Cet homme doit partir », conseillèrent-ils à Yahaba Fatimata avec des expressions graves. « Il apporte le malheur et un mauvais esprit à notre village. » Mais Yahaba Fatimata secoua simplement la tête. « Non, » répondit-elle, son regard lointain. « Le baobab me dit qu'il doit rester. Il a quelque chose d'important à apprendre ici, ou quelque chose de vital à perdre. » For weeks, Dr. Dubois dedicated himself to his scholarly pursuit, shadowing Yahaba Fatimata with the persistence of a predator. Yet, despite his relentless observation, he failed to penetrate the core of her secret. He had meticulously documented every one of her consultations, creating detailed charts and cross-referencing her predictions with subsequent events. He had analyzed her methods, her mannerisms, and her speech patterns, searching for a rational explanation, a psychological trick he might have overlooked. But something essential, something profound, consistently eluded his grasp. How could this uneducated old woman, living in isolation, possess such consistently accurate and specific knowledge about the innermost lives and futures of her fellow villagers? The question gnawed at him, transforming his academic curiosity into a consuming obsession that left him sleepless and frustrated. One night, under the luminous, watchful eye of a brilliant full moon, his patience finally snapped. The frustration of being so close to a discovery, yet so far from understanding it, became unbearable. Driven by his unyielding need for answers, he decided to abandon his detached observational methods for something more covert. He resolved to spy on her. As the village fell into a deep, quiet slumber, he crept from his lodging and concealed himself behind a thick, leafy bush that offered a clear, unobstructed view of the great baobab and Yahaba Fatimata's small hut. He settled in for a long wait, his heart pounding with a mixture of scholarly excitement and the illicit thrill of transgression, determined not to leave until he had witnessed the true source of her power. He did not have to wait long. At the stroke of midnight, just as the moon reached its zenith in the ink-black sky, the door to the small hut creaked open. As she did every single night, Yahaba Fatimata emerged, a frail silhouette against the pale moonlight. She moved with a slow, deliberate grace, her bare feet making no sound on the cool, dry earth as she approached the colossal trunk of the baobab. She stood before it for a moment in silent communion, a familiar ritual that Dubois had observed many times from a distance. But this time was different. This time, he was close enough to feel the palpable energy that seemed to hum in the air between the woman and the tree. What Dubois witnessed next shattered the very foundations of his rational scientific worldview. It surpassed anything his academic mind could have ever conceived, propelling him far beyond the realm of known phenomena and into a world of pure, undeniable magic. Yahaba Fatimata gently placed both of her weathered palms flat against the ancient, wrinkled bark of the tree. Her posture was one of deep reverence and intimacy. She then began to murmur softly, her voice carrying on the still night air, speaking in that strange melodic language he had heard before, but never understood. He leaned forward, straining to hear, his notebook forgotten in his pocket. He was no longer an ethnologist studying a subject. He was a witness to a miracle. Suddenly, as Yahaba Fatimata's hushed words trailed off, the baobab tree began to respond. It was not the rustling of leaves or the creaking of wood, but a sound that really defied all natural explanation. A deep, resonant tone emanated from the very core of the tree.
a grave and profound vibration that seemed to rise from the entrails of the earth itself. It was a voice, ancient and powerful, like a chant that had been echoing through the ages. Dubois felt the sound in his bones before he heard it with his ears, a low hum that made the ground beneath him tremble slightly. His scientific mind recoiled in disbelief, desperately searching for a logical source for the sound, a hidden speaker, a trick of acoustics, but finding none. Then, Yaba Fatimata spoke again, this time in the clear, perfect French that had so surprised him before, her voice now filled with a daughterly affection. "Tell me of the dreams from today, grandfather," she said, her words a gentle request. And the baobab answered her. Dubois' mind reeled. He could not believe what his senses were telling him. The tree was speaking. It was communicating in a clear, intelligible voice, a voice ancient and laden with the immense weight of 1,000 years of wisdom. It began to describe, with intricate detail, the dreams of every single inhabitant of the village, explaining their deeper significance and the hidden messages they contained for the dreamer. Amadou dreams yet again of his deceased father, the ancient voice of the baobab murmured, its tone both patient and compassionate. You must tell him that the forgiveness he so desperately seeks from his father, he must first learn to grant to himself. The voice paused, as if gathering another thought from its deep well of knowledge. Salimata is having nightmares of black stagnant water. The profound voice continued, its resonance unwavering. Her child will be born during the height of the rainy season. She must begin to prepare the necessary herbs to ward off the fevers. Each revelation was delivered with an authority and intimacy that was utterly irrefutable. Dubois was paralyzed, caught in a maelstrom of conflicting emotions. He was utterly fascinated, his scientific mind buzzing with the implications of this impossible reality. At the same time, he was deeply, primally terrified. This defied every law of biology and physics he had ever learned. Shaking himself from his stupor, his academic instincts took over. He fumbled for his red notebook and pen, his hands trembling uncontrollably as he began to write, his script a frantic, barely legible scrawl. Finally, he had it. The secret was his. This baobab was... It was sentient. It was a conscious, communicating life form. But just as he scribbled this earth-shattering conclusion, the ancient voice of the tree fell abruptly and completely silent. Le silence soudain et pesant fut plus saisissant que la voix elle-même. Dans le vide laissé par les mots de l'arbre, une nouvelle conscience se leva. Yahaba Fatimata tourna lentement la tête, son regard perçant l'obscurité, pour se poser directement sur sa cachette, comme si elle avait toujours su qu'il était là. « Sors de là, Dubois », dit-elle, sa voix calme et dépourvue de colère, mais portant un immense poids de déception. « Le baobab sait que tu es là. Il sait tout. » Ces mots n'étaient pas une accusation, mais une simple déclaration, confirmant que sa maladroite tentative d'espionnage avait été transparente pour cette conscience ancienne et omnisciente. Honteux mais toujours vibrant du frisson de sa découverte, Dubois émergea de derrière le buisson, son corps tremblant d'une excitation irrépressible. « Madame Fatimata, c'est extraordinaire », balbutia-t-il, son ancienne condescendance complètement remplacée par l'admiration. « Comment est-ce possible ? Nous devons étudier ce phénomène. C'est la plus grande découverte du siècle. De tous les temps. » Son esprit s'emballait déjà, imaginant les éloges, le prix Nobel, la révolution de la pensée scientifique que cela déclencherait. Il se voyait au centre de tout, l'homme qui avait prouvé que les plantes pouvaient penser et parler. Yahaba Fatimata le regarda simplement, et pour la première fois, il vit non pas une femme primitive, mais une gardienne remplie d'une tristesse profonde et ancienne. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, sa voix empreinte de chagrin. « Ce n'est pas un phénomène à étudier, c'est un don sacré à préserver. »
Elle désigna l'arbre silencieux, son expression le suppliant de saisir la gravité de ce qu'il avait vu. Elle ne protégeait pas une anomalie scientifique, elle protégeait une âme, une relation, un pacte sacré qui existait bien avant que son monde n'ait même conçu la science. Mais imaginez les implications scientifiques, insista-t-il, incapable de voir au-delà de sa propre ambition. Un arbre qui communique, un arbre qui interprète le subconscient. Je dois alerter la communauté scientifique internationale immédiatement. Il ne voyait que le potentiel de connaissance, de gloire, de progrès. Il ne pouvait comprendre sa réticence à partager un tel miracle avec le monde. Non, dit Yaba Fatimata, sa voix désormais ferme, coupant son discours excité avec la finalité tranchante d'une lame. Ce secret ne doit jamais quitter ce village. Dubois la fixa, son visage un masque d'incompréhension totale. Mais pourquoi? Vous pourriez être célèbre, riche, reconnu par le monde entier. Et qu'arriverait-il après cela? Demanda tranquillement la vieille femme, sa simple question flottant dans l'air chargé de la nuit. Après la gloire, ils viendront. Les journalistes, les autres scientifiques, les touristes, les curieux. Ils transformeront ce lieu sacré en une attraction routière. Ils installeront des clôtures et feront payer l'entrée. Elle marqua une pause, posant sa main sur le tronc du grand arbre. Et le baobab se taira. Pour toujours. Cette nuit-là, Dubois ne dormit pas une seconde. Il tenait dans son carnet rouge la preuve de la plus grande découverte de l'histoire moderne. Mais il avait aussi donné sa parole à Yaba Fatimata qu'il garderait le secret. C'était une promesse qu'il n'avait absolument aucune intention de tenir. In the days that followed his earth-shattering discovery, Dr. Dubois sequestered himself, consumed by a feverish and single-minded purpose. He spent every waking moment hunched over his notes, meticulously crafting his official report. He described his clandestine observations in exhaustive detail, leaving no stone unturned in his quest for academic rigor. He analyzed the impossible phenomenon from every conceivable angle, proposing bold and revolutionary theories on what he officially termed conscious vegetal communication. This report, he believed, would be his magnum opus, the document that would forever etch his name into the annals of scientific history. It was more than just a paper. It was his key to immortality. And he polished every sentence with obsessive care, blind to the world outside his ambition. He became so utterly absorbed in the intricate architecture of his work, so lost in the labyrinth of his own theories and potential accolades, that he failed to notice the profound and unsettling change that had come over Yaba Fatimata. The old woman's usual serenity had vanished, replaced by a dark and somber aura of foreboding. Her eyes, once bright with ancient wisdom, were now clouded with a deep and palpable sorrow. She could feel, with the certainty of a gathering storm, that something precious and fundamental was about to be irrevocably broken. The sacred trust between her, the baobab, and the meddling outsider had been violated, and she knew the consequences would be severe. The great baobab itself seemed to share her mounting anxiety, its physical state reflecting the spiritual turmoil. Its once vibrant green leaves began to yellow prematurely, curling at the edges as if scorched by an invisible fire, despite the life-giving rains of the season. At night, its massive trunk would emit strange and disturbing cracking sounds, not the gentle creaks of old wood settling, but sharp, painful snaps that echoed through the village like the breaking of bones. It was as if the tree were in agony. "Grandfather," Yaba Fatimata asked the tree one evening, her voice trembling with unshed tears as she pressed her cheek against its suffering bark, "what are you going to do?" A long silence followed her question, a silence filled with a heavy, ancient grief. Finally, the deep, resonant voice answered, weaker than before, yet resolute. "I will do what I must do, little daughter," the voice replied from the heart of the wood, its tone grave and final.
I must protect that which must be protected. The words were a solemn vow, a declaration that the tree's first loyalty was not to communication, but to the preservation of its own sacred essence. It was preparing to defend itself against the impending betrayal, ready to make any sacrifice necessary to keep its deepest self hidden from a world that would only seek to exploit it. Un matin, juste au moment où le soleil commençait à projeter de longues ombres sur le village, Dubois est sorti de sa solitude, le visage illuminé par un but triomphant. Il s'est dirigé vers Yahaba Fatimata, qui était assise à son endroit habituel, au pied du baobab souffrant. Il a annoncé qu'il allait partir pour Ouagadougou, la capitale. Il avait, a-t-il expliqué d'un geste de la main dédaigneux, des formalités administratives à régler, des papiers à déposer auprès des autorités coloniales. C'était un mensonge mal construit, un mince voile pour ses véritables intentions, et tous deux, lui et la vieille femme, le savaient. Il n'allait pas déposer de papier. Il allait envoyer son rapport et mettre en marche sa trahison. « Vous ne reviendrez pas », a déclaré Yahaba Fatimata, sa voix plate et dénuée d'émotion. Ce n'était pas une question mais une proclamation, une simple reconnaissance de la vérité qui planait dans l'air entre eux. Dubois, décontenancé par sa franchise, a forcé un sourire condescendant. « Au contraire, ma chère femme, » a-t-il répondu, son ton dégoulinant d'une confiance suffisante qui lui a fait mal au cœur. « Je reviendrai. Et je reviendrai avec mes collègues. J'apporterai du matériel d'enregistrement et des appareils de mesure. Ce magnifique baobab va révolutionner toute notre compréhension du monde botanique. » Il ne voyait qu'un sujet, une ressource à exploiter pour la grande cause de la science. Yahaba Fatimata a simplement posé sa main ridée à plat contre l'écorce rugueuse de l'arbre, sa dernière connexion physique avec l'homme, un geste de communion avec son véritable compagnon. « Vous ne comprenez pas ce que vous êtes sur le point de détruire, » a-t-elle murmuré, ces mots étant plus destinés à l'arbre qu'à l'homme. « Je ne détruis rien, » a protesté Dubois, sa voix montant dans une indignation défensive. « Je révèle, je partage des connaissances avec le monde, c'est le but même de la science. » Avec cette dernière déclaration pleine de suffisance, il a tourné les talons et est parti, laissant la vieille femme et l'arbre silencieux et en deuil seul dans la poussière tranquille de la place du village. Cette nuit-là, bien après que la poussière du départ de Dubois se soit déposée, Yahaba Fatimata a eu une longue et douloureuse conversation avec le baobab. Elle a pleuré ouvertement, ses larmes imbibant l'écorce ancienne, sa petite silhouette courbée tremblant d'un chagrin qui s'étendait sur des générations. L'arbre, à sa manière silencieuse, semblait pleurer avec elle, alors que d'épaisses gouttelettes de sève de couleur ambre commençaient à suinter de ses fissures et de ses crevasses, coulant le long de son tronc comme des larmes de bois. « Tu dois te taire, grand-père, » a-t-elle dit enfin, sa voix rauque de chagrin. « Quand il reviendra avec les autres, tu ne devras plus jamais leur parler. Tu dois devenir juste un arbre. Et toi, ma petite fille ?» La voix grave du baobab gronda emplie d'une profonde inquiétude pour la gardienne. « Que deviendras-tu sans mes conseils, sans les rêves que je partage avec toi ?» La question resta en suspens dans l'air lourd de la nuit. « Je survivrai », répondit Yahaba Fatimata, sa voix prenant une lueur de force nouvelle. « Mais notre lignée s'éteindra avec moi. Après mon départ, il n'y aura plus d'autres gardiens. La chaîne sera brisée à jamais à cause de l'arrogance de cet homme. » N'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen ? Le grand arbre, lamenta Yahaba Fatimata se tut, réfléchissant un long et lourd moment. Le vent murmura à travers les feuilles jaunissantes du baobab. « Oui, » dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. « Il y a une autre solution, un plan pour te protéger. Mais tu n'aimeras pas ce que je suis sur le point de proposer. » 2 semaines plus tard, le docteur Dubois revint. Il arriva avec un petit convoi, emmenant avec lui 3 autres ethnologues français, un ingénieur du son chargé d'équipements encombrants, et même un journaliste du populaire magazine Paris Match.
Ils installèrent des microphones sophistiqués et des magnétophones. Ce soir, annonça Dubois, nous enregistrerons la première conversation scientifiquement documentée. Yaba Fatimata s'approcha du baobab. Elle posa ses mains sur son écorce et commença à murmurer. Mais le grand arbre resta absolument et profondément silencieux. « Parlez-lui dans votre propre langue !» siffla Dubois. Yaba Fatimata obéit, sa voix s'élevant dans un chant désespéré. « Rien. Il ne se passe rien !» marmonna finalement l'un des ethnologues. « Dubois, êtes-vous certain de ce que vous avez vu ? » Mais je l'ai entendu. Il a parlé. »« De quoi parlez-vous, mon fils ? Les arbres ne parlent pas. » Le docteur Marcel Dubois était totalement et complètement anéanti. Le fondement de sa réalité avait été dynamité, et maintenant, dans le silence assourdissant de l'arbre muet, l'édifice de sa carrière s'écroulait sur lui. Ses éminents collègues, qui l'avaient traîné à travers un continent avec des promesses d'une découverte révolutionnaire, le regardèrent maintenant avec un mélange profondément troublant de pitié et d'irritation profonde. Comment lui, un homme de science respecté, avait-il pu les convaincre de voyager jusqu'au cœur étouffant du Burkina Faso pour ça ? Pour être témoin d'une vieille femme apparemment sénile, chuchotant de manière incompréhensible à un arbre silencieux et ordinaire ? L'absurdité de la situation était un poids écrasant qui menaçait de l'étouffer là où il se tenait. « Marcel, » dit l'un d'eux, posant une main douce mais condescendante sur son épaule, sa voix empreinte de condescendance. « Vous avez passé beaucoup trop de temps seul ici. L'isolement, la chaleur oppressante, l'exposition constante à ces histoires locales, tout cela vous a clairement influencé. » L'homme marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots pour adoucir le diagnostic clinique. « Vous avez eu des hallucinations auditives, mon ami. C'est un phénomène connu dans ces environnements extrêmes. » Ils avaient déjà rationalisé son expérience, la rangeant soigneusement comme un symptôme de folie tropicale, une histoire édifiante pour les chercheurs de terrain trop zélés qui perdent leur objectivité scientifique. « Non, ce n'était pas une hallucination !» protesta Dubois, sa voix brisée par le désespoir. Il était un homme qui se noyait, cherchant à s'accrocher à n'importe quoi, essayant de les ramener du bord de leur rejet. « J'ai des preuves, j'ai tout écrit. Regardez dans mon carnet. » Avec des mains frénétiques et tremblantes, il sortit le livre en cuir cramoisi de sa poche, le vaisseau même de son prétendu triomphe. Il l'ouvrit d'un coup, prêt à leur jeter ses preuves méticuleusement enregistrées à la figure. Mais les pages étaient complètement, incroyablement, impossiblement vides. Chaque note, chaque croquis, chaque mot qu'il avait écrit avait disparu sans laisser de traces, ne laissant que du papier blanc immaculé. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il, sa voix à peine un murmure, alors qu'il feuilletait les pages blanches encore et encore, son esprit refusant de traiter ce que ses yeux voyaient. La preuve même de sa découverte, le témoignage tangible du miracle dont il avait été témoin, avait été effacé de l'existence. Yaba Fatimata, qui avait observé tout le spectacle humiliant se dérouler de loin, s'approcha de lui. Elle regarda l'homme brisé avec une expression de compassion profonde et sincère. « Les secrets ont leur propre façon de se protéger, » dit-elle doucement, sa voix un baume apaisant sur son psychisme brisé. Ils choisissent qui est digne de les garder. L'expédition maudite partit le lendemain matin, une retraite sombre et gênante. Dubois était désormais un paria, la risée d'une blague qui serait racontée dans les couloirs de la Sorbonne pour les années à venir. Sa réputation autrefois impeccable était en ruine, à jamais entachée par son délire africain. Il ne se remettrait jamais complètement de l'humiliation et de la blessure profonde de sa propre réalité invalidée. Il abandonna finalement le domaine de l'ethnologie, échangeant ses grandes ambitions contre une vie tranquille d'instituteur dans un village reculé de Bretagne, hanté à jamais par le souvenir d'une voix qu'il ne pouvait prouver.
Mais que s'était-il réellement passé cette nuit fatidique? Yahaba Fatimata avait-elle orchestré un mensonge élaboré? Le baobab n'avait-il jamais cessé de parler? La vérité était bien plus complexe et déchirante qu'une simple supercherie. Quelques jours après que Dubois eut disparu dans un nuage de poussière, Yahaba Fatimata s'approcha du grand baobab pour leur conversation nocturne habituelle. L'air était calme, la menace était passée, et elle aspirait à entendre la voix familière de son vieil ami. « Grand-père, » murmura-t-elle, pressant sa main contre l'écorce. « Ils sont partis maintenant. Tu peux me parler à nouveau. » Longtemps, l'arbre ancien resta silencieux, et une froide appréhension s'insinua dans le cœur de la vieille femme. Le silence semblait différent maintenant. Non pas le silence stratégique de leur plan, mais un silence creux et vide qui parlait d'absence. « Grand-père » répéta-t-elle, sa voix tremblant d'une panique naissante. Finalement, une voix répondit, mais elle était faible et lointaine, un simple écho de son ancienne puissance. « Petite fille, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai gardé mon silence face aux étrangers. Mais l'effort m'a coûté cher. » Un frisson parcourut l'échine de Yahaba Fatimata. « Que veux-tu dire, grand-père? Qu'est-ce que cela t'a coûté? » Pour me taire si complètement, j'ai dû fermer une partie de mon esprit, une porte vers le monde de l'éveil et du sommeil. Et maintenant, je ne peux plus l'ouvrir. Ma voix s'affaiblit, petite fille. Ma connexion au monde des rêves se fracture. La vieille femme sentit son monde basculer, alors que le terrible poids de ses mots s'abattait sur elle. Yahaba Fatimata sentit son propre cœur se glacer, se transformant en un éclat de glace dans sa poitrine. L'implication de ces mots était une horreur au-delà de ses pires cauchemars, un prix qu'elle n'avait jamais anticipé lorsqu'elle avait conçu son plan désespéré. « Tu veux dire que… » commença-t-elle, la voix nouée, incapable de finir la terrible phrase. « Oui, petite fille », confirma la voix affaiblie, chaque mot un lourd fardeau de chagrin. « Bientôt, je ne pourrai plus te parler du tout. Ma voix s'envolera avec le vent. Et sans moi pour te guider, tu ne pourras plus interpréter les rêves. Notre alliance millénaire, notre lien sacré, touche à sa fin. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des décennies, Yahaba Fatimata pleura. Ce n'étaient pas les larmes de chagrin qu'elle avait versées pour son village, mais les larmes brutes, déchirantes, d'une perte personnelle. Elle pleura le silence imminent, la perte de son compagnon, de son guide, de son grand-père. Elle avait réussi à sauver le secret du monde extérieur, mais ce faisant, elle avait sacrifié la chose même qui donnait à sa vie son but et son sens. Elle avait protégé la magie du monde, mais le prix en était la magie elle-même. Le silence qu'elle avait exigé de l'arbre était maintenant un silence qui engloutirait sa propre vie pour toujours. Dans les jours et les semaines qui suivirent, elle commença à remarquer les effets tangibles de la conscience affaiblie du baobab. Son don extraordinaire, autrefois aussi clair et fiable que le lever du soleil, commença à diminuer. Les villageois qui venaient encore la voir pour des conseils sur leurs rêves quittaient sa hutte l'air confus et déçu. Ses interprétations, autrefois aiguisées et lumineusement précises, étaient maintenant confuses et frustrantes de vagues. Elle ne pouvait saisir que des fragments, des émotions fugaces et des images floues, le canal de communication clair étant maintenant rempli de statique et d'interférences. Yahaba Fatimata vieillit, commencèrent à murmurer les gens entre eux. Son grand don la quitte enfin. Elle ne les corrigea jamais. Elle les laissa croire que c'était le simple effet de l'âge qui lui volait ses capacités. Comment aurait-elle pu expliquer la vérité? Comment aurait-elle pu leur dire qu'elle avait volontairement, sciemment, sacrifié son propre don sacré afin de préserver un secret qu'eux, dans leur vie quotidienne, ne pourraient jamais vraiment comprendre? 1 mois plus tard, jour pour jour, le grand baobab lui parla pour la toute dernière fois.
Sa voix était si faible qu'elle n'était guère plus qu'une pensée qu'elle ressentait dans son propre esprit. Petite fille, je vais maintenant entrer dans le grand silence. Pour toujours. Mais avant de partir, je dois te dire quelque chose. Tu as fait le bon choix. Tu as préservé la magie du monde. Mais à quel prix, grand-père? Cria-t-elle silencieusement. Le prix de la sagesse, répondit l'arbre dans son dernier souffle affaibli. Certains secrets sont plus précieux que la vie de ceux qui les gardent. Yahaba Fatimata a vécu 15 ans de plus après ce dernier murmure déchirant. Pendant 15 longues années, elle a continué son existence tranquille dans la petite hutte au pied du grand baobab, même si sa magnifique voix s'était éteinte à jamais. Elle est restée sa fidèle compagne en silence, prenant soin de ses racines et balayant le sol sous ses branches, une gardienne n'ayant plus rien à garder qu'un souvenir. Elle était devenue une vieille femme comme les autres dans le village, dépouillée de son don extraordinaire, ses journées marquées par le lever et le coucher du soleil, plutôt que par le flux et le reflux des rêves. Et pourtant, les villageois, se souvenant de la sagesse qu'elle avait autrefois partagée si librement, continuaient de la traiter avec un respect profond et durable, sentant qu'elle portait encore un grand poids en elle. Elle s'est éteinte paisiblement dans son sommeil une nuit, sa longue vie se terminant tranquillement. La fin est survenue pendant un violent orage. Le ciel fendu par la foudre et l'air épais de l'odeur de la pluie. Un orage qui était un miroir exact de celui qui avait annoncé sa naissance 80 ans auparavant. Et tout comme sa mère l'avait raconté toutes ces années auparavant, les villageois qui vivaient à proximité ont juré que lorsque Yahaba Fatimata a rendu son dernier souffle, le grand baobab silencieux a émis un son étrange et profond. Ce n'était pas un mot, pas une voix, mais un soupir grave et résonnant qui semblait monter de ses racines mêmes. Un dernier soupir profond de reconnaissance, de gratitude et de libération pour son amie la plus loyale. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur un monde lavé par la tempête, les villageois ont fait une découverte surprenante. Recroquevillé à la base de l'arbre, dormant profondément à l'endroit même où Yahaba Fatimata avait passé sa vie, se trouvait une jeune femme qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Son nom, leur a-t-elle dit à son réveil, était Kadi, et elle venait d'un village lointain, à plusieurs jours de marche. Elle a expliqué qu'elle avait été contrainte de faire ce long voyage par un rêve puissant et vif. Dans ce rêve, une femme aimable et âgée, aux yeux comme des étoiles, l'avait appelée, lui demandant de venir à Tenkodogo pour prendre soin de l'ancien baobab. Au début, personne ne lui a prêté beaucoup d'attention. Kadi était une jeune femme simple et discrète, qui ne faisait aucune grande déclaration et ne possédait aucun air de mystère. Elle ne prétendait pas avoir de don spécial ni de lien avec le monde des esprits. Avec la permission discrète des anciens du village, elle a emménagé dans la petite hutte vide qui avait appartenu à Yahaba Fatimata. Elle a commencé ses journées comme l'ancienne gardienne, en prenant soin de la zone autour de l'arbre colossal, sa présence étant une continuation tranquille et douce d'une longue tradition. Elle n'était pas un remplacement pour Yahaba Fatimata, mais une humble successeur de son héritage de soins. Après quelques semaines, cependant, les villageois commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange, quelque chose de subtil, mais de remarquable chez la nouvelle venue. Kadi expliquait clairement qu'elle ne pouvait pas interpréter les rêves, elle ne possédait pas la vision prophétique qui avait fait de Yahaba Fatimata une légende. Pourtant, elle avait une façon particulière et merveilleusement efficace de conseiller les gens. Quand quelqu'un venait la voir, troublé par un cauchemar ou confus par une vision étrange, elle écoutait patiemment, son regard calme et concentré. Elle n'offrait aucune réponse, aucune prédiction, aucune interprétation définitive. Au lieu de cela, elle posait simplement des questions douces et perspicaces qui guidaient infailliblement chaque personne à trouver ses propres réponses en elle-même. « Je ne sais pas ce que le chien noir dans votre rêve signifie,
pourrait-elle dire à un homme inquiet venu la voir, sa voix douce et encourageante. Mais dites-moi, que ressentez-vous dans votre cœur quand vous pensez à ce chien? À quoi ce sentiment vous fait-il penser dans votre vie éveillée? Qu'est-ce que votre propre cœur essaie de vous dire? Bizarrement, cette méthode simple faisait des merveilles. Les gens quittèrent sa hutte avec une nouvelle clarté, avec des révélations qui semblaient plus puissantes et vraies, parce qu'elles avaient été déterrées de leurs propres âmes. Ils trouvaient des solutions à leurs problèmes, non pas auprès d'un oracle extérieur, mais du puits profond de leur propre sagesse intérieure. Un jour, l'un des hommes les plus âgés du village, un homme qui se souvenait vivement de l'époque de la grande puissance de Yaba Fatimata, s'approcha de Kadi alors qu'elle balayait les feuilles autour de la base de l'arbre. « Dis-moi, ma fille, demanda-t-il, sa voix rauque de vieillesse. Le grand arbre te parle-t-il? Te dit-il ses secrets comme il parlait autrefois à Yaba Fatimata ?» Kadi s'interrompit et leva les yeux vers le vieil homme, un sourire chaleureux et sincère se répandant sur son visage. « Oui, grand-père, l'arbre me parle, » répondit-elle, sa réponse le surprenant. « Mais il ne me parle pas avec des mots. » Elle fit un geste vers la vaste canopée de branches au-dessus d'eux. « Il me parle avec le doux bruissement de ses feuilles dans la brise de l'après-midi. Il parle avec l'ombre fraîche et réconfortante qu'il projette sur la terre quand le soleil est ardent. Il parle avec l'immense et silencieuse sagesse qu'il porte en son tronc depuis 1000 ans. » Elle regarda ensuite le vieil homme, ses yeux brillants. « Et moi, continua-t-elle, j'essaie simplement de traduire ce langage silencieux pour tous ceux qui ont oublié comment l'écouter. Je les aide à entendre la sagesse de l'arbre non pas avec leurs oreilles, mais avec leur cœur. » Le vieil homme considéra ces paroles un long moment, une lente compréhension se dessinant sur son visage ridé. « Mais vous ne prédisez pas l'avenir pour nous, comme elle le faisait, » déclara-t-il, une pointe de nostalgie dans la voix pour la certitude que les visions de Yaba Fatimata avaient jadis apportée. « Non, » admit Kadi librement, son sourire ne faiblissant jamais. « Je ne le fais pas. Parce que l'avenir n'est pas une destination à voir de loin. C'est un chemin que chacun d'entre nous doit construire pour soi-même, avec nos propres mains et nos propres choix. Je ne montre pas aux gens leur destin, je les aide seulement à écouter la sagesse qui est déjà en eux, la sagesse qui les aidera à construire le meilleur chemin à suivre. » Cette nouvelle approche, qui donnait du pouvoir, fut progressivement adoptée par les villageois. Ils n'avaient plus d'oracles qui leur disaient quoi faire, de gardiens qui détenaient toutes les réponses. Au lieu de cela, ils avaient un guide, un facilitateur qui les aidait à trouver leur propre voie, qui leur enseignait à faire confiance à leur propre intuition et à écouter les murmures de leur propre âme. Kadi n'avait pas hérité du don de Yaba Fatimata. Elle en avait révélé un nouveau, un don latent en chaque personne du village. Elle leur enseigna que la plus grande sagesse n'était pas détenue par un seul gardien, mais était une graine plantée dans chaque cœur, attendant d'être nourrie. Et qu'en fut-il du grand baobab? Il ne parla plus jamais d'une voix humaine. Le secret de sa communication consciente et verbale fut scellé pour toujours, un sacrifice fait pour le protéger d'un monde qui n'était pas prêt pour sa vérité. Mais l'arbre n'était pas mort, il était né de nouveau. Libéré du fardeau de parler, il déversa son énergie dans la vie. Ses feuilles repoussèrent plus vertes et plus vibrantes qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Son tronc semblait plus fort, plus solide, et les villageois juraient que les fruits qu'il produisait étaient plus doux que jamais. Il n'était plus un oracle, mais il était redevenu le cœur vivant et florissant du village. Et ainsi, mes amis, le vrai secret du baobab millénaire n'a jamais été qu'il pouvait parler. Le vrai secret était que sa sagesse n'était jamais destinée à être possédée par une seule personne, mais à être partagée par tous. Yaba Fatimata a sacrifié son don pour protéger sa magie, et Kadi, à son tour, a enseigné aux gens que cette magie n'était pas dans la voix de l'arbre, mais dans leur propre capacité à écouter la nature,
leurs rêves et la sagesse tranquille de leur propre cœur. Les plus grands secrets, vous voyez, ne sont pas ceux qui nous sont cachés, mais ceux qui sont cachés en nous, attendant que nous devenions assez silencieux pour les entendre.